reprends mon PowerPoint. Donc, je vous disais, donc, afin d'identifier donc, ces fameux tiers, il va falloir qu'on identifie les parties au contrat. Et on a vu que c'était les parties au moment de la convention, mais que dans le cas de la transmission à cause de mort ou effectivement de la cession du contrat, on peut se retrouver donc avec des nouvelles parties au contrat. Donc, c'était simplement pour vous montrer ça. La perte du caractère absolu du principe de l'effet relatif du contrat. Je vous ai dit qu'on se posait la question de l'impérativité finalement de ce principe de l'effet relatif des contrats et qu'on avait deux exceptions à ce principe. Vous savez maintenant, on est en droit, donc on a un certain nombre de principes et de nombreuses exceptions qui viennent grignoter le principe. Donc en premier lieu, on a la stipulation pour autrui qui est prévue dans le cadre du document 13 de notre plaquette. Et donc elle est définie et le régime de la stipulation pour autrui est prévu aux articles 1205 à 1209 du Code civil. Donc il s'agit de l'opération par laquelle l'un des co-contractants, appelé le stipulant, peut faire promettre à l'autre, appelé le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers et le bénéficiaire, qui devient ainsi créancier sans avoir été partie au contrat. Donc je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Si je vais souscrire par exemple une assurance décès, d'accord, le stipulant c'est le souscripteur, le promettant c'est l'assureur et le bénéficiaire, ce sera le tiers qui va bénéficier du capital décès si effectivement je décède. D'accord? Donc je contracte bien en mon nom et pour mon compte, sauf qu'effectivement le bénéficiaire de l'assurance décès ce sera un tiers, donc par exemple mon conjoint ou effectivement mon enfant. Est-ce que c'est clair pour cette question de la stipulation pour autrui? Oui. C'est clair. Oui. Donc c'est bien différent du mandat, que vous comprenez bien que dans le cadre du mandat, je mandate quelqu'un qui va contracter pour mon compte. Alors que là, effectivement, le stipulant, donc à savoir moi dans mon exemple, le stipulant ne contracte pas au nom et pour le compte du bénéficiaire, d'accord, mais il contracte bien en son propre nom. Ça veut dire que je contracte bien en mon propre nom avec la compagnie d'assurance, sauf qu'effectivement, c'est bien un tiers qui va pouvoir bénéficier du capital décès si je décède. D'accord? Donc, à l'origine, ces stipulations pour autrui n'étaient que rarement admises. Et puis, par la suite, la jurisprudence est venue procéder à un élargissement et elle n'a exigé que l'intérêt personnel du stipulant. D'accord? Donc, le deuxième écueil, la deuxième difficulté, la deuxième atteinte à ce principe de l'effet relatif du contrat, c'est la promesse de porte-fort. Et donc, elle est prévue à l'article 1204 du Code civil, et donc qui précise qu'on ne peut se porter fort, en promettant le fait d'un tiers. Donc là, je viens promettre le fait qu'accomplira un tiers. On a deux types de promesses de porte-fort. Le porte-fort de ratification. Dans ce cas, il s'agit d'une promesse inscrite dans un contrat conclu par une personne pour le compte d'un tiers. Le porte-fort promet que le tiers ratifiera le contrat et s'engagera envers son co-contractant. Et on a la promesse de porte-fort d'exécution. Et là, c'est la promesse qu'un co-contractant exécutera correctement ses obligations envers son co-contractant. Donc en fait, c'est une forme de garantie. Alors la question essentielle de ce type de contrat est de savoir quelle est la nature de l'obligation pour le promettant. Donc ça peut être une obligation de faire, mais effectivement ça peut être une obligation de résultat. Donc on va voir cette question de la promesse de porte-fort dans le cadre du document 11, puisqu'on verra qu'il est très complexe parfois de venir distinguer le cautionnement, ça vous rappelle des mauvais souvenirs, le cautionnement de la promesse de porte-fort. Et enfin, on va voir aussi la promesse de porte-fort dans le cadre du document 12, où là, il s'agit de la sanction de l'inexécution qui se résout par l'octroi de dommages et intérêts. Alors maintenant, on va voir ce qu'on appelle les groupes de contrats, et c'est là que j'ai besoin véritablement de toute votre attention. Donc, la problématique est la suivante. Quelle est la nature des liens qui se nouent entre les co-contractants extrêmes, c'est-à-dire les personnes qui font partie du même groupe contractuel, mais qui n'ont pas échangé de manière directe leur consentement. Ça veut dire qu'en fait, j'ai différents contrats, d'accord, successifs, et la question sera de savoir, d'accord, quelle est la nature des liens qui peuvent être noués entre les
le créancier et le débiteur extrême de la chaîne, les deux co-contractants extrêmes de la chaîne. Et donc, quelle est la nature de l'action du créancier extrême contre le débiteur extrême s'il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat par le débiteur? D'accord? Donc là, il va falloir qu'on procède à une distinction. Et la distinction, c'est la suivante. On a des groupes de contrats qui vont être translatifs de propriété et d'autres groupes de contrats qui ne seront pas translatifs de propriété. Alors, dans le cadre du groupe de contrats translatifs de propriété, qu'est-ce qu'on entend par contrat translatif de propriété? Il s'agit de contrats qui sont liés entre eux, car effectivement, ils vont porter sur un objet identique, d'accord? Où ils vont concourir à la même opération économique. Et donc, ces chaînes de contrats, en fait, elles peuvent être homogènes ou hétérogènes. Et elles vont être homogènes quand, effectivement, elles impliquent des contrats de nature identique et hétérogènes lorsqu'elles impliquent des contrats de nature distincte. Alors, je vais prendre l'exemple, et je crois que c'est le document 4 ou 5.4, je crois, de notre plaquette, où là, effectivement, on a la vente d'un véhicule et on se rend compte qu'effectivement ce véhicule fait l'objet de difficultés. Je crois qu'il y a un vice caché. Donc on a un constructeur du véhicule qui va vendre le véhicule à un importateur, qui lui-même va vendre le véhicule à un garagiste, qui lui-même va vendre le véhicule à l'acquéreur final. D'accord? Jusque-là, c'est clair ou non? Donc vous comprenez bien que là, on est typiquement dans une chaîne de contrats translatifs de propriété. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'ensemble de ces contrats successifs vont porter sur un même objet, à savoir le véhicule. Oui. Donc, on est bien dans une chaîne de contrats translatifs de propriété. Deuxième point, on est en l'espèce dans une chaîne de contrats translatifs de propriété et homogène. Pourquoi homogène? Parce qu'effectivement, les différents contrats qui sont impliqués dans cette chaîne de contrats, d'accord, sont des contrats de nature identique. On a une première vente, une deuxième vente, une troisième vente, une quatrième vente. Donc, on a des ventes successives et donc, par conséquent, la chaîne sera considérée comme étant homogène. Si on avait des contrats de nature différente, d'accord, on serait encore dans une chaîne de contrats translatifs de propriété parce qu'effectivement, elle va porter sur un objet identique, mais cette fois, elle sera hétérogène parce qu'en fait, on aura une succession de contrats dont la nature est distincte. On aura une vente, un contrat d'entreprise, un contrat de prestation de service, une autre vente. La nature des contrats impliqués dans la chaîne est différente. Là, dans l'exemple qu'on a donné au travers du document 4 avec le véhicule, on a bien une chaîne de contrats translatifs de propriété, puisqu'elle va porter sur le même objet, le constructeur qui vend la voiture à l'importateur, qui vend la voiture au garagiste, qui vend la voiture à l'acquéreur final. Chaîne translative de propriété qui porte sur le même objet, chaîne homogène parce qu'on a une vente, plus une vente, plus une vente, plus une vente, c'est-à-dire des contrats de nature identique. C'est bon ou pas? Ok. Eh bien, dans ce cas-là, n'est-ce pas, quand on est en présence d'une chaîne de contrats translatifs de propriété et qu'effectivement elle est homogène, la nature, n'est-ce pas, de l'action sera nécessairement contractuelle. Ok? Alors, c'est très facile dans les chaînes de contrats translatifs de propriété. Pourquoi? Parce que même si on est en présence d'une chaîne hétérogène, c'est-à-dire qui implique des contrats de nature différente, une vente, un contrat d'entreprise, un contrat de prestation de service, une vente, à partir du moment où la chaîne est translative de propriété, la nature de l'action sera encore contractuelle. Comment se justifie le fait qu'on soit en présence d'une action de nature contractuelle? Eh bien, ça se justifie par le fait que l'accessoire suit le principal. Le principal, c'est l'objet qui passe d'une main à l'autre, n'est-ce pas? Et donc, l'accessoire, c'est-à-dire tous les moyens d'action qui sont relatifs à cet objet, vont pouvoir être transférés au regard de l'adage, l'accessoire suit le principal. Est-ce que c'est clair sur ces chaînes de contrats translatifs de propriété, homogènes ou hétérogènes, nature de l'action, contractuelle, fondement, l'accessoire suit le principal? Je ne peux pas faire plus clair. À moins de venir tous les soirs vous border et vous parler des chaînes de contrats translatifs de propriété, je ne peux pas faire plus clair.
Ok? J'ai déjà une fille abordée, hein, donc je peux pas. Ok? Donc, là, on a vu la partie sur les chaînes de contrats translatifs de propriété. Alors, je vous ai dit, il va falloir qu'on fasse une distinction entre les chaînes de contrats translatifs de propriété et celles qui ne sont pas translatives de propriété. Et pour cela, on a ce qu'on appelle l'arrêt baisse, d'accord, qui faisait partie de votre plaquette et qui fait l'objet du document 5 de cette plaquette. Et donc, dans le cadre de l'arrêt baisse, il est précisé que s'il n'y a pas de transfert de propriété, dans ce cas, la nature de l'action sera forcément délictuelle. Donc, on ne sera plus sur le terrain de la responsabilité contractuelle, mais on sera sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une chaîne de contrats translatifs de propriété. Alors, il faut que vous sachiez qu'avant cet arrêt baisse, d'accord, il y avait une opposition entre la première chambre civile de la Cour de cassation, qui reconnaissait finalement la nature contractuelle de l'action, et la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui, elle, retenait toujours la nature délictuelle. Donc, on est venu trancher cette question au travers de l'arrêt baisse. Donc, en l'absence de transfert de propriété, l'action est nécessairement délictuelle. Donc, pour résumer, chaîne translative de propriété, homogène ou hétérogène, action nécessairement contractuelle. Chaîne non translative de propriété, arrêt baisse, en l'absence de transfert de propriété, la nature de l'action est forcément délictuelle. D'accord? Et par cet arrêt baisse, on vient trancher les dissensions qui existaient donc, entre la première chambre civile de la Cour de cassation et la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ok. Reste une petite question concernant ces groupes de contrats non translatifs de propriété. Dans les chaînes de contrats, quel est le régime de l'action du créancier extrême contre le débiteur extrême qui n'est pas co-contractant? Donc là, on est dans une hypothèse encore différente, puisqu'effectivement, là, il n'est pas co-contractant. Ok? Donc là, elle a considéré, et c'est le document 6 de notre plaquette, la Cour de cassation a considéré que le créancier extrême ne peut se prévaloir du contrat qu'il a conclu avec son co-contractant. Par contre, le débiteur extrême peut en revanche lui opposer toutes les exceptions que prévoit son propre contrat et qu'il aurait pu opposer à son propre co-contractant. Donc, c'est l'action directe du créancier à la place de son co-contractant. Mais on va voir cette hypothèse, ce schéma, dans le cadre du document 6 et vous verrez, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Alors, on s'est intéressé donc au principe de l'effet relatif du contrat et je vous ai dit, on va aussi voir dans le cadre de cette séance la question de l'opposabilité du contrat. Et donc, on va s'intéresser maintenant à l'article 1200 du Code civil qui dispose que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.